Je vais vous présenter Jan-Charles Lepine, ici présent, qui est un jeune artiste qui se confronte à la création avec une perspective multifacétique. Musicien, sculpteur, académique et écrivain, ses œuvres se révèlent souvent comme des creusets au confluent de diverses potences esthétiques. Avec une formation initiale en piano classique au Conservatoire du Mexique, il quitte l'Amérique en 2017 et devient un éternel expatrié. Il étudie la littérature à Londres, à Strasbourg, à Thessalonique et à Bologne, obtenant ainsi un master en lettres et philosophie, financé par une bourse de l'Union européenne. En 2022, il est choisi par les universités italiennes pour devenir étudiant boursier et pouvoir étudier un second master à l'Université de Bologne, une institution qui lui offrira la possibilité d'étudier à Paris pour effectuer le double diplôme en histoire de l'art et archéologie à l'École pratique des hautes études. Ce séjour parisien marque profondément sa production artistique et décidera de donner 5 sculptures en argile, dont une sera présentée mercredi prochain, le 24 janvier, ici même, à l'Institut national de l'histoire de l'art. Quant à sa production littéraire, ses 5 mois à Paris lui permettent d'écrire et de terminer 3 ouvrages, un roman archéologique, une collection de poèmes et tableaux parisiens, et Toi encore, la pièce de théâtre qui vous sera présentée ce soir. Avec un bagage linguistique important entre l'anglais, le français, l'italien et l'espagnol, Jan-Charles Lepine a publié plus de 30 livres dans divers genres littéraires comme la poésie, le roman, la nouvelle et le théâtre. Publié aux États-Unis, en France, au Mexique, en Colombie et au Royaume-Uni, il aura développé un profil d'écrivain qui va au-delà de toute frontière et au-delà du chauvinisme, récompensé d'ailleurs par de nombreux prix internationaux attribués depuis 2017. Ainsi, sa première pièce de théâtre, The Path of Formless Love, a été sélectionnée parmi les finalistes du concours international Shakespeare's New Contemporaries, organisé par le Centre Shakespeare des États-Unis. Aussi, son conte Histoire de 2 personnes a remporté le prix Louise Weiss en 2020 par l'Université de Strasbourg. L'année suivante, son texte Hic sunt dracones reçoit le 3e prix du même concours, et en 2022, il y remporte le 2e prix. Ce soir, vous serez les juges et vous déterminerez si l'attribution de ces prix ont été méritées. Et sans plus attendre, place à l'art et à l'artiste. C'est mon plaisir de vous dire que ces 30 livres m'ont donné 20 € l'année dernière. Alors ça va pas du tout très bien. Le livre que je vais présenter ce soir, c'est Toi encore. C'est une comédie du choix. Ça rentre dans une production artistique de 15 pièces de théâtre que j'ai développées au long de ces 5 dernières années, qui cherchent toujours à mettre l'auteur contre le personnage et le choix contre l'autre. C'est une pièce de théâtre qui, en fait, a traversé l'histoire de plusieurs personnes qui se trouvent ici. La première, c'était à Bologne, avec Luca, par exemple. Dans une version en anglais, l'original. Et elle a été traduite grâce aux efforts linguistiques d'Alexia, ici, qui m'a aidé à trouver un peu de sens dans les labyrinthes que c'est la langue française. Maintenant, on l'a en français, en anglais, et j'ai commencé une traduction italienne pour pouvoir enfin faire une mise en scène professionnelle en Italie en 2024. C'est ma résolution de nouvelle année. Tout livre est autobiographique. Mais c'est le cas dans ce livre, mais c'est aussi le produit d'une activité académique. En fait, son sujet, c'est l'histoire, a été le sujet de mon mémoire de master en littérature. Je voulais faire les académiques. Normalement, on nous reproche d'y être très éloigné de la réalité, de la vérité, de la vie pratique. Alors, je voulais faire quelque chose de très pratique. Et pour ça, j'ai décidé d'étudier un master en lettres et philosophie. Alors, ça ne va pas. Mais disons que si le pratique, c'est ce qui est dans la vie, les ultra pratiques, ce n'est pas la nature, mais la métaphysique, parce que c'est plus ailleurs que la nature. C'est pour ça que j'ai décidé de faire un mémoire sur un sujet qui m'y préoccupait beaucoup, c'est-à-dire le soi. Pourquoi est-ce que nous sommes nous-mêmes? Est-ce que nous pouvons arrêter d'être nous-mêmes? Quand je suis arrivé en France pour la première fois, l'intégration était tout à fait très difficile et j'avais cette pensée qui m'y hantait. Est-ce qu'il serait possible, est-ce qu'il serait plus facile si je n'étais pas moi, si j'étais un autre?
et comment est-ce qu'on peut atteindre ces changements de l'être. Alors, ça a donné un mémoire de littérature philosophique qui était très difficile à écrire, mais que je trouvais ces dialogues avec un des problèmes plus immortels de la philosophie, qui commence déjà dans l'Antiquité et arrive jusqu'à nos jours. Cette présentation va se dérouler en deux parties. La première, c'est plus académique, la seconde sera révolutionnaire, ou j'espère. Ce n'est pas une énorme révolution, il n'y aura pas de guillotine, mais ça sera quelque chose un peu étrange pour vous. Je voulais utiliser mon mémoire pour explorer ces problèmes qui me causaient cette angoisse existentielle. Pour cette raison, je vais vous lire le premier paragraphe de ce mémoire, qui vous trouverez, ce n'est pas du tout académique dans le sens où vous le comprenez. Depuis l'Antiquité, excusez-moi, le titre c'est Identité, corps, esprit et leur permanence dans la philosophie moderne, Locke, Hume et Voltaire. Depuis l'Antiquité, l'une des pierres d'achoppement de la métaphysique a été l'énigme de l'identité, c'est-à-dire ce qui fait d'un individu cet individu et non pas un autre. Le mot identité, par exemple, vient du latin idem, c'est-à-dire même. Alors, identité, traduite en français, en calque français, c'est la mêmeté, ce qui fait qu'une chose soit la même chose. Par contre, c'est impossible parce que les choses sont singulières et ne peuvent pas exister hors d'elles. Alors, techniquement parlant, il n'y a rien qui soit la même chose qu'une autre chose. Ces problèmes, considérés en soi, deviennent encore plus labyrinthiques quand on y ajoute la dimension temporelle. Comme Héraclite le savait, il n'y a proprement dit aucune permanence de corps. La matière est changeante. De là, il n'y a pas d'identité permanente. On ne peut pas descendre deux fois dans le même fleuve, disaient les philosophes, puisque la seconde fois, on n'est plus ni les mêmes hommes, ni les mêmes fleuves. Dans un esprit pareil, dans un aphorisme présenté dans les Consolations, Boès établit la nature du temps. Nunc fluens facit tempus, nunc stans facit eternitatum, demandant un mouvement et le temps, les moments statiques et l'éternité. C'est nunc stans est utilisé dans la théologie pour parler de Dieu, un être sans passé ni futur, seulement un présent éternel sans commencement ni fin. L'homme, par contre, habite le nunc fluens. Chez lui et autour de lui, tout se transforme, tout change, rien ne peut durer, les amours, les amitiés, les soins, et j'espère mon mémoire. Dans cette optique de mutabilité constante, l'on se demande, peut-on toujours ou encore être nous-mêmes? Si nous changeons à chaque instant, existe-t-il l'essence personnelle, la permanence de l'identité? Et si cela n'existe pas, quel est en effet l'essence de l'homme? Nous ne nous proposons pas de dévoiler ces mystères métaphysiques, mais plutôt de les présenter comment la littérature peut s'introduire dans ces domaines pour en offrir une perspective unique. La méthodologie de ces mémoires, vraiment, c'était la vie, c'était l'effet d'être, parce que lorsque je l'écrivais, je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout la même personne qui a commencé à la rédiger. J'ai rédigé ces mémoires au long de des années, en 3 pays différents, en couple, seul. J'ai passé la perte de mon père, tout ça, des expériences transformatives qui ont changé pas seulement l'académique qui faisait l'étude de quelque chose, mais aussi l'objet d'étude, parce que l'étude c'était le soin. Excusez-moi. Dans ce panorama de l'instabilité, est-ce qu'il y a des permanences? Ça c'est la question. Les philosophes français, j'ai découvert dans mon mémoire, sans doute. Par exemple, Voltaire dit dans l'article Identité sur question de l'encyclopédie, en parlant de châtiment pour un crime commis dans la jeunesse d'un homme hypothétique, disons c'est un homme de 50 ans qui, quand il avait 20 ans, il a tué quelqu'un. Est-ce qu'il faut le punir? Voltaire affirme, on convient qu'on ne doit jamais punir que la personne coupable, le même individu et point un autre. Mais un homme de 50 ans n'est réellement point le même individu que l'homme de 20. Il n'y a plus aucune des parties qui formaient son corps. Et s'il a perdu la mémoire du passé, il est certain que rien ne lie son existence actuelle à une existence qui est perdue pour lui. La philosophie anglaise, par contre, donne des réponses qui ouvrent plus de questions. Là, on trouve chez Locke et chez Hume des réponses tout à fait contradictoires. Hume disait que l'être était fragmentaire, qu'on était vraiment nous, mais pas longtemps. On changeait. Locke, par contre,
parle de trois permanences de l'identité. Il parle de la permanence de la forme, de la permanence de la matière et de la permanence de la conscience. La permanence de la forme, c'est de la matière. C'est tout à fait simple. Si vous avez une table en bois et que vous utilisiez le bois pour faire une autre chose, vous faites une chaise en bois, il y a là une permanence de la matière. C'est tout à fait la même matière, le bois. La permanence de la forme, si vous avez une table en bois et après vous la remplacez par une table en métal, vous avez une permanence de la forme. C'est à peu près la même table. Et enfin, la permanence de la conscience. C'est quelque chose qu'on n'a que chez les humains. Et c'est la seule chose qui nous rejoint aux êtres anciens qu'on était. C'est-à-dire, l'enfant de 5 ans que j'étais, il se sentait soi, il se sentait moi, comme je me sens moi maintenant. On n'a plus le même corps, on a changé nos cellules, mais on a la conscience de cette conscience. Avec ça, on finit la présentation académique et on va passer à quelque chose de plus dramatique. Ça va être une lecture de deux premiers actes un peu raccourcis. Ça va prendre 20 minutes et après on finit. Voilà.